C'est vrai, ça, faut-il encore construire à l'heure de la zéro artificialisation et des impératifs environnementaux, et alors que le marché de l'immobilier connaît un brusque ralentissement, faut-il tout arrêter et ne plus lancer de grands travaux? Pourtant, le mal logement demeure omniprésent, l'immobilier plafonne à des sommets historiques. Que faire? Entre réadaptation des logements et incitation à la construction, une multitude de dispositifs et de pratiques peuvent répondre à l'urgence. Alors sur ce sujet passionnant, merci d'accueillir nos invités. Voici Anne Démian, architecte, fondatrice des de Architecture Anne Démian, première femme architecte à siéger à l'Académie des Beaux-Arts dans la section architecture, et Guillaume Martineau, qui est président d'Orpis, et Clément Pétro, à ma gauche, qui est journaliste au Point, qui va modérer les échanges. Sous vos applaudissements nourris, on l'espère, mesdames, messieurs. Oui. Merci Boris, merci Anne Démian, merci Guillaume Martineau. Peut-être avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, il convient de se faire un petit point sur l'état aujourd'hui du marché de la construction. J'ai regardé les derniers chiffres ce matin sur le besoin en construction. On voit qu'il y a un débat énorme. La Fédération des promoteurs de l'immobilier évalue les besoins en logement à 449 000 logements par an pendant 10 ans. La Cour des comptes, 370 000. L'Union sociale pour l'habitat est plutôt sur 518 000. On voit que ce sont des besoins qui sont assez énormes. Et pourtant, on voit qu'il y a énormément d'obstacles aujourd'hui qui vont freiner la construction, le zéro artificialisation nette, la hausse du coût des matériaux. Vous avez entendu parler aussi de la pénurie de main-d'œuvre, de la remontée des taux de l'immobilier, des durcissements des normes environnementales. Bref, est-ce que nous sommes dans une impasse? La question est, faut-il encore construire? Mais peut-être même, peut-on encore construire? Guillaume Martineau. Alors oui, il faut encore construire parce qu'on manque de logements. Vous relisez les mémoires de De Gaulle, il vous parle déjà de 500 000 logements par an, donc c'est pas nouveau, on manque de logements. Après, c'est comment on construit. Le prix du foncier est énorme, c'est-à-dire que comme il y a une raréfaction du foncier, ça fait augmenter le coût des logements. Les promoteurs doivent derrière construire, les événements internationaux font que les matériaux augmentent. Donc la difficulté, c'est comment on construit, à quel prix, comment on vous loge, comment on loge tout le monde. Parce que moi, je suis dans un métier où c'est une coopérative immobilière, 1300 agences, 9000 personnes. Comme la Poste tout à l'heure, on loge tout le monde, on ne fait pas de différence. Mais ça devient un vrai problème. La construction, on sent que ça va être les promoteurs sont à l'aune d'une vraie catastrophe parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur programme actuellement. Il y a aussi peu de foncier, donc on est confronté à quelque chose qui n'évolue pas depuis des années. On parle de plus de logements, mais paradoxalement, tous ont dit moins de logements en face de chez nous. La construction en sortant d'ici, quand vous voyez les grues, peut-être qu'avant, ici, je ne sais pas, il y avait peut-être une très belle propriété, puis ça a été morcelé, divisé, et puis d'une belle propriété, on est devenu un quartier avec des immeubles, et sur une surface, au lieu de loger 4 personnes, eh bien on va en loger 300. Donc, alors parfois on dit qu'on abîme le paysage, mais on est bien content aussi de pouvoir se loger. Donc nous, on est confrontés à ça en permanence. Et puis les architectes, eux, sont là pour transformer le paysage aussi, faire quelque chose d'une parcelle que nous, on vend. Donc le logement, ça reste un problème permanent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui pourrait advenir, se projeter à 5 ans si rien n'est fait, s'il n'y a pas de retournement de marché sur la construction? Le problème, moi, dans mon réseau aujourd'hui, c'est le marché de la location. On est confronté à des pénuries incroyables. Toutes les normes qui sortent sont sur le papier, sont très bonnes. L'énergie, l'écologie, faire attention à tout, on est à fond derrière ça. Mais le problème d'ici 5 ans, c'est comment moi je vous loge. Quand vous venez dans nos agences, et je suis obligé de cacher quasiment quand on a une offre, on la publie même plus, tellement on a de demandes et on n'arrive pas à fournir. Donc le mal logement dont parle souvent Christophe Robert avec l'abbé Pierre, c'est aussi un problème d'être finalement malheureux, parce que quand les Français grognent souvent, la première chose à faire, c'est d'être heureux là où on habite, dans un quartier qui soit sympa, en sécurité, avec du vert, qu'on puisse se déplacer. Donc le vrai problème, si on n'arrive pas à loger nos concitoyens, eh c'est que l'état d'esprit va empirer et on aura ce mal-être en fait. Donc on doit loger. On doit loger. Anne Démian, vous êtes architecte. Et que peut finalement l'architecture pour contribuer à résoudre cette impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui la construction et la ville même tout simplement?
Je considère que l'architecte ou l'architecture, de même qu'on a vu tout à l'heure Eiffel qui pensait en fait de grands ouvrages d'art sur nos territoires, c'est un peu réaliser ce que Einstein disait. Il disait que l'imaginaire était beaucoup plus fort que la connaissance. Parce qu'il y a la connaissance d'une part, on connaît en fait factuellement qu'il y a en fait des problématiques et que en fait grâce à l'imagination, on va pouvoir aller au-delà en fait de toutes ces problématiques ou en faire une synthèse. Alors moi je pense que la question de la ville dans son développement, dans ses manquements, la ville, ça a été dit ce matin, elle existe déjà pour une part, mais en fait c'est d'abord, faut bien considérer que la ville c'est un organisme vivant qui doit en permanence être questionné, requalifié, et que en fait on est aujourd'hui, je trouve, dans une phase qui peut pas être paradoxale, alors que on est dans un moment où l'architecture domestique, que ce soit les bureaux, les logements étudiants, sont un peu en panne. Et ben moi, je pense que c'est le moment où on peut peut-être remettre à plat, sans tout en fait dire on va tout reconstruire à zéro. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais remettre à plat en fait les mécanismes qui ont prévalu jusqu'à présent pour penser la ville. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a eu depuis Descartes et Galilée en France, dans le monde, mais en France surtout, une réflexion en fait qui dissociait en fait la dimension rationnelle, scientifique du regard en fait qui était celui de la Renaissance, de l'art antique, où on pensait que la nature c'était, on va dire, quelque chose de référentiel, de beau, et que c'était l'immanence en fait de l'existence. Et il y a eu depuis en fait une sorte de fracture, je trouve, entre ce monde rationnel et la beauté du monde, et que je pense qu'aujourd'hui, on peut se re-questionner en fait sur notre désirabilité par rapport à la science. Ce matin, ça a été dit qu'aujourd'hui, il y a une panne d'engagement en fait, de jeunes étudiants sur la cause scientifique. Et pourquoi ? Parce que souvent, il y a un amalgame entre la problématique de la technologie, c'est mal, en fait, alors que notre monde moderne, il est issu en fait, de ce développement absolument incroyable d'une modernité à partir de la science, et en même temps, il y a une inquiétude latente en fait, sur ces progrès scientifiques. Alors qu'en réalité, comment arriver à créer ce lien nécessaire entre science et poésie pour arriver à re-questionner en fait, ce qu'on a réellement envie d'avoir dans les villes. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est quand j'entends dire ce matin, mais je le sais, c'est que oui, j'ai dû m'échapper de la ville, j'ai dû aller en banlieue ou trouver une maison individuelle pour me sentir bien, en sécurité avec ma famille. Je pense que là, il y a quelque chose à réellement, et c'est là le rôle des architectes. Le rôle de l'architecte, c'est d'arriver à recréer une sorte d'esthétique visuelle qui fasse la synthèse de paramètres également scientifiques sur la question de commencer la ville décarbonée. Donc c'est un vaste sujet, mais c'est un sujet en fait, qui est complètement existentiel. Et en fait, je trouve qu'on peut questionner la littérature, le cinéma, et c'est très intéressant. Il y a par exemple Cédric Klapisch, qui est un grand cinéaste contemporain, qui se nourrit de la ville pour nous parler de la ville contemporaine. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Il va à Barcelone, Saint-Pétersbourg, Athènes ou Paris, et à chaque fois, il arrive à voir comment la modernité peut fabriquer de la convivialité. Mais en fait, ce qu'il souligne à chaque fois, c'est que là où il y a moins de convivialité, c'est quand il y a un désert en fait, lié à la mobilité. La mobilité, à mon sens, c'est un élément mais clé de la modernité. C'est-à-dire qu'il y a une disparité, on est en retard en fait sur cette égalité, sur la possibilité d'être proche de chacun des éléments qui constituent notre société. Et je trouve que de regarder comme ça des artistes, Cédric Klapisch étant un très beau regard, il peut y avoir une vision humaniste qui réconcilie en fait beaucoup de paramètres qui paraissent opposés.
et qui ne le sont pas pour autant. Alors c'est intéressant ce que vous dites dans votre approche, on va dire poétique, de l'urbanisme et de l'architecture. Vous plaidez pour des bâtiments qui soient réversibles, ou en tout cas qui soient beaucoup moins dédiés à des fonctions précises, qui les rend assez vite finalement obsolètes, qui rend la ville un peu rigide. Vous avez développé la notion de réversibilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les principes de cette réversibilité que vous défendez ? Alors, comme je le disais, en fait, je considère que la ville, c'est un organisme vivant. Et pour changer de paradigme de l'architecture au profit de la ville et du temps long, j'ai réalisé, alors je ne sais pas si c'est visible. On peut regarder, oui. En fait, une opération à Strasbourg qui se veut très... c'est pas l'idée de l'opération pour l'opération, mais c'est l'idée de la dimension théorique. En fait, ce projet, c'est une application théorique en fait, de ce que je défends pour la ville du futur, au sens où il ne faut pas s'attacher à l'esthétique pure de ce projet, au sens, c'est pas duplicable, mais c'est une résolution de paramètres croisés, notamment, voilà, on est à Strasbourg, expliquez-nous, sur un ancien site industriel, et donc c'est pas une construction qui va se mettre en lieu et place d'un ancien site agricole, déjà. L'autre élément, c'est que c'est la première opération réversible en France. Ça veut dire que ce que je défends, c'est l'idée qu'un bâtiment, il ne doit plus être conçu pour 15 ou 20 ans, ce qui contribue, on va dire, aujourd'hui, à faire que dans beaucoup de villes moyennes et importantes, il y a des millions de mètres carrés vides, ce qui est complètement inacceptable, parce que vous avez commencé en commençant avec l'idée du ZAN. Donc il y a quand même une réflexion à se dire, comment aujourd'hui on construit des bâtiments pour le temps long. Et là, l'enjeu, c'est en fait, j'ai développé une réflexion à 3 échelles. Donc, ici, on est sur la partie territoriale. C'est une opération de mixte, 30 000 m², bureaux, logements, résidences étudiantes, commerce. Je crois que j'ai à peu près tout cité. Donc, à une opération mixte, c'était un concours qui avait été lancé en 2015, un concours international, et j'ai pas voulu répondre par, on va dire, une esthétique qui serait celle du logement, celle du bureau, etc. Et j'ai considéré qu'il fallait que la question prioritaire, c'était celle du quartier. Donc la question de l'écriture, c'était une écriture en fait qui est à la fois flexible, hybride et qui répond à l'ensemble de ces programmes. Donc la question de l'échelle territoriale, c'est l'ouverture en fait du centre de Strasbourg vers la ville de Kehl en Allemagne, et c'est l'idée de faire une architecture qui soit d'abord attachée à un site. Suivante, donc il y a 3 échelles en fait auxquelles je m'attache. Le territoire, on vient de le parler, la question de la mobilité, donc en fait c'est une opération dense parce qu'elle est desservie par des tramways, par des pistes cyclables, et c'est sur donc en plus elle est bordée par des darses en fait, qui servaient à transporter les marchandises. Donc il y a cette idée qu'on est proche de la gare, on est proche de tous les services de Strasbourg, et donc la densité a du sens. Et le 3e échelle, c'est celle du bâtiment, où au lieu de soustraire, parce que c'est du bureau, c'est du logement, ça va être tel ou tel, j'additionne les caractéristiques des logements qui sont plus hauts, parce que d'habitude, les hauteurs sous plafond des bureaux sont plus hauts que les hauteurs sous plafond des logements. Donc il y a une ISO hauteur sous plafond entre bureaux et logements. Il y a des balcons extérieurs, ce que n'ont pas d'habitude les bureaux. Et ces balcons, si on va à la suivante, là c'est plutôt l'idée que, en fait, entre le moment du concours et la réalisation, il y a eu plus de 50% d'évolution du programme. Donc le programme, il a complètement évolué entre le moment où je l'ai conçu et le moment où je l'ai réalisé. Suivante. Et donc la question des espaces extérieurs et de pouvoir superposer. À Strasbourg, c'est un climat continental, c'est-à-dire très chaud en été et assez froid en hiver. Et donc l'idée, c'est de proposer des espaces extérieurs protégés par des brise-soleil mobiles et qui fait qu'en tout moment en fait, de l'année, on peut aller sur l'extérieur sans avoir les problématiques climatiques. Suivant. Alors, autre élément, donc j'ai parlé de poésie tout à l'heure, à un moment donné, ce qui a attaché et donné toute la légitimité de mon projet par rapport au site, c'est quand j'ai fait basculer les signes blancs qui sont sur le site en Black Swan, comme s'ils étaient tout droit sortis du film Black Swan d'Aronofsky. Et donc j'attache en fait la dimension romantique
industrielle du site à l'opération. Donc c'est toute une, on pourrait dire, une synthèse en fait de pas mal d'éléments qui font que l'architecture contemporaine sera acceptée ou non, à mon sens. Voilà, puis après j'ai fait, bon, ça on pourra en reparler, là j'ai écrit une sorte d'opuscule sur la question de la réversibilité des bâtiments, un peu dans toutes les caractéristiques à la fois rationnelles, scientifiques et juridiques qui permettraient de généraliser la possibilité de donner plus d'agilité sur les bâtiments. Merci. J'apporte une petite expérience personnelle, mais j'ai résidé dans l'hôtel que vous avez décrit il y a quelques années, et il faut admettre que c'est une expérience assez unique et vraiment très, très sympathique. C'est assez réussi. Voilà. Guillaume Martineau, je voulais qu'on voit avec vous, on a retrouvé les chiffres, j'ai trouvé les chiffres de l'INSEE ce matin sur l'occupation des logements. Et on voit que globalement l'occupation standard, c'est-à-dire qui correspond, on va dire, aux besoins des nombres de la taille des foyers, des cellules familiales, correspond à 18%. On a de la sous-occupation à 37%, on a de la suroccupation à 8%. Bref, en fait, on a le sentiment finalement que le parc immobilier, que les habitats, que les habitations ne sont pas occupées comme elles devraient, ou en tout cas qu'à chaque âge de la vie ne correspond pas forcément le logement que l'on devrait ou qu'on rêverait d'avoir. Comment est-ce qu'on fait finalement pour améliorer ce parcours d'habitat, pour finalement rendre le logement beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté à la vie de chacun et au mode de vie de chacun? C'est avant tout l'accessibilité, parce qu'on n'a pas parlé d'argent en fait, mais financièrement, c'est comment on accède au logement. Parce que moi je vois le projet, c'est beau, déjà on a envie d'y habiter, parce que si on construit quelque chose de moche, alors on n'aura pas envie d'y aller, et nous tous on préfère quand même habiter dans, alors le beau c'est quoi, ça je sais pas, mais en tout cas quelque chose où on se sente bien. L'espace c'est quelque chose d'important. Quand on me dit il n'y a pas besoin d'autant d'espace, moi, je pense pas. Je pense qu'on a tous besoin, surtout avec ce qu'on vient de vivre avec la Covid, où on a redécouvert le logement, parce que ce qu'on a vécu tous collectivement en mars 2020, on s'est retrouvés pour certains confrontés à, le terme est peut-être un peu excessif, mais une prison. C'est-à-dire que certains se sont retrouvés dans des petits logements, mal isolés, enfermés avec des enfants pouvant pas sortir. Donc on a repris conscience de l'importance d'avoir de l'espace, de pouvoir être dans une pièce. Donc et vous qui êtes en face de moi, souvent je rencontre des jeunes qui me disent mais moi propriétaire finalement je ne le serai jamais parce que j'aurai pas les moyens, parce que c'est un rêve inaccessible, être propriétaire à quoi ça sert? Donc le parcours résidentiel, il faut le repenser en offrant des possibilités de logement. Alors ça va à l'encontre de... Enfin quand on parle de densification, moi je suis pour une densification mais mesurée, c'est-à-dire quelque chose où on puisse augmenter les offres pour que vous puissiez vous loger. Donc le parcours, c'est un parcours long, et puis ça dépend de l'âge de la vie. Vous avez des moments où vous êtes tout seul, célibataire, marié, des enfants, pas d'enfants, vous avez vos parents qu'il faut accueillir ou pas. Notre logement évolue. On en parlait avec Anne, moi j'habite dans les Landes, sud-ouest, au bord de l'océan. Vous avez parfois les enfants s'en vont, reviennent, on évolue, on a envie d'être en ville quand on a besoin de mobilité, d'aller à l'école, de pouvoir offrir tout ça. Puis à un moment donné, on a envie de calme. Et c'est pas forcément... Enfin, il y a besoin de sécurité certainement, mais il y a aussi... on habite où on peut, en fait. Moi, j'ai beaucoup de clients qui reculent à reculons, en fait. Parce qu'ils viennent là parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent pas acheter... Ils voudraient bien acheter en centre-ville, mais il n'y a pas d'offre, ou il n'y a pas... Donc parfois on est contraint avec son logement. Et un des secteurs qui est particulièrement impacté par on va dire la souffrance de la construction en ce moment, c'est le pavillonnaire. C'est-à-dire qu'on voit globalement le pavillon est quand même un modèle, nous disait la ministre Emmanuelle Wargon, qui était un modèle un peu dépassé sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan des mobilités. On voit que c'est extrêmement compliqué de construire, ça n'est pas très apprécié sur le plan en tout cas médiatique, sociologique. Est-ce qu'il faut en finir avec les pavillons et avec l'étalement urbain? Alors, l'étalement urbain, très certainement, parce qu'il faut y faire attention. Mais encore une fois, les gens qui vont dans des pavillons, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix d'aller là. Il leur faut de l'espace, élever des enfants, trouver des écoles. Après, le rêve devient parfois un cauchemar parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont loin de tout. Il faut la voiture. Et la voiture, maintenant, c'est mal.
Alors, je croyais que c'était Castaner, mais hier soir, on me disait que c'était Benjamin Griveaux qui disait que là, les gens qui fument et qui roulent au diesel, c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien, mais quand vous habitez à 30 km de la gare RER, il vous faut bien une voiture pour vous déplacer. Et c'est pas en trottinette électrique que vous faites les 30 km, ou même si on a des scooters maintenant qui sont performants. Donc, ces zones pavillonnaires ont existé parce qu'il fallait loger du monde. On manque de logements, donc on a fait ça. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de la part des architectes, des maires, des gens eux-mêmes. On ne peut pas continuer à étendre comme ça. Oui, Anne Desmians, vous défendez l'idée de densifier ce que vous appelez les lisières aussi de la ville. Je crois qu'il y a deux notions intéressantes là-dedans. Enfin, la notion de lisière, vous pouvez nous expliquer. Et puis cette densification, comment est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'il y a des expériences qui fonctionnent? Est-ce qu'il y a des projets qui sont porteurs d'espoir sur ces questions-là? Oui, alors moi je trouve, c'est toujours un peu provocateur de dire ça, mais je pense que la question de la France moche, c'est aussi l'occasion de réagir selon un nouveau mode. Donc c'est les lisières. Il faut accepter d'avoir raté les choses. Non, disons que les lisières ont été de tout temps, dans toute l'histoire des villes, l'occasion d'une innovation. En fait, par exemple, entre le Moyen Âge et le Baroque, en fait, les villes se sont ouvertes grâce aux places rayonnantes du Baroque, et il y a eu comme ça une expansion des villes vers l'extérieur. Là, on est dans une phase où la ville n'est pas finie sur les lisières. Il faut l'accepter. C'est-à-dire que moi, je ne trouve pas ça normal ce que vous dites, effectivement, c'est que les gens sont obligés d'aller très loin en fait, pour avoir une vie qui corresponde un peu à leurs rêves. Et il y a donc un enjeu très important, à mon sens, à la possibilité de déjà, alors quand on disait de densifier, moi je disais densifier autour des infrastructures. Donc je rejoins Cédric Lapiche sur l'idée que la question de la modernité apaisée, c'est par la mobilité apaisée, donc la possibilité, et que les gens ne se trouvent pas en otage. Et le fait de pouvoir résoudre la question des lisières, enfin en tout cas considérer que la question des lisières est une occasion de penser différemment l'urbanisme, c'est à la fois de se dire, eh ben, densifions, mais pas d'une manière égale, en fait, comme on a fait souvent dans les ZAC, avec des plafonnements à 30 mètres, avec des rues 30 mètres, 30 mètres, 30 mètres. Non, c'est-à-dire que la question de l'altérité, la question des ponctuations, du jaillissement, selon Bergson, qui a été cité ce matin, c'est-à-dire que la question de l'incongruité, de la beauté surprenante, ça soit invoqué pour requalifier en fait ces densités auprès des infrastructures et qu'on profite de ces densités variables autour des infrastructures pour libérer des plages entières qui étaient dévolues aux centres commerciaux, qui sont parfois on va dire en déshérence parce qu'ils sont loin de transport et qui en fait sont gardés par les détenteurs pour des questions de c'est du cash qui va se monnayer assez cher. Donc là je pense qu'il y a une sorte de ce qui se joue, c'est un équilibre entre volonté publique et réalité financière, là pour le coup, pour arriver à faire que ces densifications qu'on accepterait près des infrastructures nous permettent de dégager de vraies plages libres entre ce qui entoure les villes, c'est-à-dire la nature, et les cœurs de ville. Et que ces zones de densification soient conçues à la fois aussi pour, évidemment, comme en fait c'est très bien fait à Nice, c'est-à-dire ces équilibres entre toutes les activités de recherche d'économie productive, de logement étudiant, et en fait arriver à considérer en fait cette nouvelle considération de banque de données qu'on utiliserait de façon utile. Là, moi, je vois le labo là, qui est à côté. Et comment on arrive à faire en sorte qu'on arrive à articuler ces priorités sur une nouvelle façon de penser, une nouvelle esthétique de la ville. Ça peut paraître complètement désuet de penser d'esthétique alors qu'il y a des problèmes très concrets, mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais de manière assez concrète, on voit bien qu'il y a quand même des choses dans lesquelles on a du mal à se projeter. Le gouvernement a annoncé il n'y a pas très longtemps des plans de reconversion des zones commerciales, notamment en habitation. Pour l'instant, personne n'a l'air de franchement y croire. On n'a pas d'expérience, en tout cas, qui semble qualifiante sur ces opérations-là. Comment est-ce qu'on arrive à requalifier des espaces sans refaire des horreurs ou des ghettos ou des endroits qui sont totalement inutilisables? Ce qui est quand même une vraie question. Est-ce que vous avez des exemples en tête d'opérations réussies qui permettraient un petit peu de se projeter là-dedans?
En fait, je trouve que une conscience en fait, qui a été depuis longtemps appliquée, c'est par les Hollandais, Oui. qui, parce que leur territoire était très limité dans leur capacité à pouvoir s'étendre et à vivre, ils ont toujours fait des plans quinquennaux, en fait, entre équilibre, entre densité urbaine et nature. Je pense que de reprendre la main en fait entre cet équilibre, et c'est pour ça que quand Elisabeth Borne a parlé de COP régionaux, enfin de COP de région, je pense que est-ce que c'est pas l'occasion de mettre en scène en fait les ressources naturelles de chaque région au profit de l'intérêt public, c'est-à-dire refaire le lien entre ces fameux PACT, c'est-à-dire les plans climat, les SCOT, c'est-à-dire les plans de développement en fait pour la question de l'environnement, la question du ZAN, pour arriver à hiérarchiser, comme l'ont fait les Hollandais, en disant nous, telle région, elle est riche en eau, elle est riche en potentialité d'énergie forestière, enfin, j'en sais rien, mais qui est une sorte de mise en scène en fait assez volontariste d'un développement sur 5-10 ans. Parce que là, le problème, c'est qu'on est toujours un peu court-termiste dans l'investissement. Et là, c'est là où je pense qu'il faut rebooster le système. Nous, c'est le vrai problème auquel on est confronté, c'est qu'il n'y a pas de politique du logement sur le long terme. Ça fait 32 ans que j'exerce. J'ai connu plusieurs ministres. Chaque ministre arrive, fait son avantage fiscal ou une loi et puis disparaît dans la nature. Et on n'a pas on ne sanctuarise pas le logement. C'est un sujet qui concerne tout le monde, nous tous, là, ici, dans cette salle. Mais il n'y a pas, je vous rejoins, sur le long terme. On a des lois de programmation militaire sur 20-30 ans, on est capable de dire qu'on fera telle et telle chose, mais sur le logement, on ne fige pas. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un cap au logement. Et alors, sans faire de politique aucune, ce n'est pas lié spécifiquement à ce gouvernement-là, mais ça fait quelques gouvernements d'affilée où finalement on parle du logement. Alors on parle beaucoup du logement social, et il faut du logement social, mais la vocation de tout le monde n'est pas forcément de passer sa vie dans un logement social, parce qu'il y a la notion de où j'habite plus tard, comment je capitalise, comment je transmets à mes enfants, comment je vis à la retraite quand j'ai plus de revenus. Et donc à chaque fois on parle du logement, on en parle. Mais concrètement, on ne fait pas. Les zones dont vous parliez, tous ces grands parkings par exemple, les centres-villes meurent dans certaines villes parce que les commerçants ne peuvent plus exercer. On les a repoussés dans des zones commerciales et n'ayons pas peur des mots, c'est vrai que moi je les trouve moches. Et je traverse la France en long en large, je retrouve les mêmes zones quasiment partout, avec des grands parkings, et puis ces centres-villes qui meurent. Donc, mais on ne peut pas dire aux gens, ne venez plus en ville avec votre voiture, ou alors si vous venez en voiture, ou vous venez dans les centres-villes, il faut que puissiez avoir des transports, que ça soit sécure de prendre le RER à 10h le soir sans se dire, les courses que j'ai pu faire vont disparaître. Donc il y a c'est global en fait. On dépense quand même 50 milliards d'euros par an de tête pour la politique du logement. Comment expliquer qu'on dépense autant et qu'on se retrouve avec un marché de l'immobilier qui soit aussi peu adapté aux besoins ? Mais est-ce qu'on dépense bien ? Parce que dépenser, le problème c'est que vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez, mais si c'est pas réfléchi, si c'est pas un moyen, alors il y a toujours moi je suis un utopiste, mais le côté politique qui fait qu'on commence par détruire ce qu'a fait le prédécesseur en disant moi je vais faire mieux, lui c'était nul. Donc c'est là où il y aurait besoin de concorde nationale en se disant on dépense mais intelligemment. Des aides on peut pas en avoir sans arrêt. On a plus de 3 000 milliards de déficit. Oui certes, là ils viennent d'arrêter le Pinel, ça nous enquiquine parce que pour relancer l'investissement c'est pas facile, mais les finances publiques c'est abyssal. Donc on ne peut pas compter que là-dessus. C'est quoi pour vous une bonne politique du logement ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait déjà une fiscalité plus souple, qu'on arrête de taxer les propriétaires qui sont toujours... on est au 19e, être propriétaire c'est mal, c'est celui qui s'enrichit sur le dos des autres. Alors certes, ils ne sont pas tous bien, mais enfin ils ne sont pas tous mauvais non plus. Et puis vous avez quand même des gens qui justement veulent entretenir leur patrimoine, le transmettre. Donc une bonne politique du logement, c'est d'arrêter... Dès qu'on a besoin d'argent, de se dire on va aller chercher dans la poche du propriétaire. Voilà. On colle des taxes. Nous, on est les rois de la taxe. On ne sait plus quoi inventer. Il y avait des taxes sur les fenêtres à une époque. On ne sait plus comment faire. Et bien là, ça ne vous encourage pas à acheter et à rénover. Parce qu'une des pistes pour nous, c'est la rénovation de tout ce qui existe. Vous allez en Creuse, par exemple, il y a des bâtiments magnifiques et c'est dommage de les laisser tomber. Donc... la fiscalité, pour moi, c'est une chose qui nous aidera, qui vous aidera à vouloir investir sur le long terme. Alors là, vous êtes super jeune, donc vous vous dites de quoi il me parle. Moi, tout ça, la retraite, oui. Moi, j'ai 56 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, mais un peu quand même. J'étais plutôt à votre place. Moi, j'ai l'impression que c'était pas il n'y a pas longtemps, mais vous, évidemment, en me regardant, vous dites il est plus près de la sortie que de l'entrée. Sauf que
Quand j'avais 25 ou 28 ans que j'ai commencé à travailler, il a fallu que je me dise, j'ai 2 filles, elles vont faire des études. Et je voyais bien tous mes clients qui me disaient, il faut préparer l'avenir, préparer la retraite, acheter pour que vous puissiez faire des études. Soyez gentils avec vos parents parce qu'ils saignent aux 4 veines sûrement. Tout ça, ça se prépare. Et si on ne vous aide pas à le préparer maintenant, alors vous arriverez à un âge où ça sera compliqué. Et là, vous ne serez pas très gai. Anne Lémian, on a vu qu'une des raisons pour lesquelles les villes s'étaient étalées, étaient finalement sorties d'elles-mêmes, c'était tout simplement le coût d'accès à l'habitat. Est-ce que l'architecture ne peut pas réfléchir, ne peut pas travailler plus sur la manière de réduire les coûts, l'accessibilité au logement, sans forcément sacrifier à la fonctionnalité et au bien-être, on va dire, social et urbain? Comment on fait pour produire du logement pas trop cher? Voilà, donc ça rejoint la question de 50 milliards d'investissements et peu de résultats. Donc le coût du logement. Donc moi, en fait, d'une manière aussi, je suis utopiste mais réaliste. Et il y a un sujet que j'ai pas lâché depuis des années, c'est la question de l'agilité des bâtiments. Et là, au 119e congrès des notaires, il y a eu un avancé notable dans lequel il va y avoir un travail sur la fiscalité, justement, là, qui a eu lieu en septembre à Deauville, dans lequel on m'a demandé d'être grand témoin pour incarner les raisons qui feraient que les avantages qu'on aurait à avoir cette agilité. Donc vous avez bien imaginé que j'ai répondu présent. Et en fait, il a été décidé que la fiscalité imposée sur les bureaux au moment du permis, et qui souvent amène des détenteurs d'actifs à conserver une activité de bureau alors qu'elle n'est plus, on va dire, pleinement opérationnelle en termes de loyer, etc. Donc de faire des crédits de fiscalité pour éventuellement permettre à ces détenteurs d'actifs de les transformer en logements. Et ça, mine de rien, il y a près de 3,5 millions dans la région parisienne de bureaux vides qu'on pourrait transformer. Donc c'est des leviers en fait d'action assez important. Donc la question de l'investissement sur le logement, à mon avis, se joue aussi sur des éléments, vous avez bien fait d'en parler, fiscaux et aussi juridiques, puisque là, il a été également décidé qu'au moment du permis, on pourrait, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, faire des permis à double entrée, c'est-à-dire des bureaux logement ou laboratoire bureau. En fait, personnellement, moi, je ne fais plus que des projets qui ont plusieurs possibilités de transformation. Guillaume Martineau. Oui, je pense à ça parce que oui, au siège d'Orpi, par exemple, quand je suis arrivé, moi, il n'y avait pas d'endroit pour dormir. Alors j'ai dit, mais on n'est pas obligé d'être parisien pour gérer la coopérative, mais il fallait quand même que je dorme à un endroit. Donc j'ai demandé à ce qu'on réaménage un bureau en faisant une douche, enfin que je puisse y dormir. Et ça n'avait pas été préparé, ça n'avait pas été prévu. Donc il y a des choses qu'on pourrait faire. Il y a quelque chose qui est venu nous impacter énormément, c'est le télétravail. Pendant longtemps, c'était inconcevable de ne pas être au bureau physiquement. Quand moi je suis devenu président d'Orpi il y a 2 ans, 90 salariés au siège, quand on m'a parlé de télétravail 2 jours par semaine, je me dis mais ça va être impossible à gérer si je ne les vois pas, s'ils ne sont pas là. Et puis finalement, avec l'expérience, on se rend compte que ça fonctionne. Donc j'ai des gens qui habitent à Rouen alors que notre siège est à Clichy, et puis qui commutent, qui prennent le train. Donc cette Covid finalement aura un effet bénéfique, c'est elle a bouleversé notre rapport au travail et à l'habitation. Donc, transformer des bureaux, je suis toujours effaré de voir le long des quais de Seine des bureaux vides, éclairés, tant qu'à faire, et où il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a plus que des tables et des chaises. Et le lundi matin, quand j'arrive, je vois ça et je me dis, mais c'est incroyable, parce que là, on pourrait loger des gens, sauf que ça n'a pas été forcément conçu pour loger. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est là où on a une piste, je pense, sur la réhabilitation. Il n'y a pas que l'ancien, il y a toute cette transformation de bureaux, et là, on pourrait vous donner de l'espace et pouvoir habiter quelque part. Et sur la question de l'économie, parce que je n'ai pas répondu, ça participe de la même logique. Parce que si vous augmentez la durée locative d'un bâtiment par cette possibilité d'avoir plusieurs vies, vous allez déjà pouvoir bénéficier à l'investissement d'une légère augmentation du coût des travaux, ce qui va faire que ça va faire améliorer la qualité extérieure et sa capacité des matériaux de s'installer dans la durée, parce que le logement, malheureusement, il périclite, à mon sens, dans cette qualité qui permet au bâtiment de s'installer dans la durée.
On n'est plus dans la qualité. Et j'ai pas de nostalgie là-dedans, hein, c'est pragmatique. On n'a pas les mêmes matériaux que, par exemple, Haussmann avait mis en scène, qui lui a permis de traverser les siècles. Enfin, le siècle. Et d'autre part, donc, le fait d'installer dans plus longtemps un bâtiment, c'est-à-dire 50 ans, 100 ans, vous allez pouvoir, à mon sens, faire baisser le loyer en fait, d'un bâtiment parce qu'il va pouvoir s'installer dans une valorisation locative plus longue, parce que les bilans, vous me dites si je dis des bêtises, des promoteurs sont faits sur 15-20 ans. C'est-à-dire que la solvabilité de l'investissement initial est calculée sur 15-20 ans. On peut comprendre que si la durée de solvabilité d'un bâtiment est plus longue, la question en fait, du rendement peut être lissée au profit, notamment. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est une double question. Ce qu'on dit toujours, c'est des questions environnementales et sociales. Et bien là, on est réellement sur un levier qui nous permet à la fois de répondre sur des questions carbone. C'est vrai, ce que m'a dit Sarah Bélier. En fait, les gens, quand on achète, on n'y achète pas un bâtiment parce qu'ils vont être vertueux d'un point de vue environnemental. Ils vont acheter parce que ça sera cohérent avec leur porte-monnaie, parce que ça sera cohérent avec leur projet de vie, comme vous l'avez souligné, et qu'en en fait, ils aient des espaces extérieurs et qu'on les fasse un peu rêver par rapport à ce qu'on leur propose. En fait, c'est ça, c'est par le porte-monnaie. Si vous donnez envie aux gens d'avoir un avantage, vous vous en sortez. Je vais prendre un exemple que vous allez comprendre tout de suite. Les locations, Airbnb. Pour nous, c'est une catastrophe. Ça a asséché le marché de la location à l'année parce qu'il y a une fiscalité qui est plus intéressante sur Airbnb que sur du logement sur 3 ans. Et franchement, ça, c'est une catastrophe parce que tout le monde cherche à tirer son épingle du jeu. Les propriétaires se disent finalement, je vais plutôt louer en court week-end, mais on a l'impression que la France est devenue un terrain de vacances permanent et que vous habitez tous en vacances, vous passez vos week-ends et puis on vous loue 3 jours. Et c'est pas ça, en fait. On a une conférence tout à l'heure là-dessus. Voilà. Le week-end en ville. Ben voilà, donc la fiscalité, ça sera aussi ce qui donnera envie à des gens d'investir, des investisseurs. Il y a le poids du foncier. Quand vous avez un terrain et qu'il faut construire, ça coûte extrêmement cher. Donc les promoteurs sont déjà dès le départ contraints par le prix du terrain. Bah écoutez, je vous propose qu'on applaudisse nos invités. Bravo pour la qualité de vos échanges. Et vous avez tout de suite la possibilité de leur poser des questions. On va vous tendre un micro. Est-ce que... Oui, on vous emmène un micro, mademoiselle. Là, devant. Madame, oui, bien sûr. On me dit dans l'oreillette, madame. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis tellement ancien monde, moi. Bonjour à tous. Merci pour votre intervention, votre conférence. J'avais une question. Vous parliez de sanctuariser les logements et également d'agilité des bâtiments, d'agilité dans l'architecture. Est-ce que vous pensez que les documents de planification, d'urbanisme, PCAET, PLU, ou alors de nouveaux documents à n'importe quelle échelle peut-être nationale et dans une échelle, dans un long terme, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable d'avoir des documents qui permettraient l'agilité et sanctuariser les bâtiments, mais du coup sur quelque chose de plus long terme que 15-20 ans? Moi, c'est un peu ce que je disais par rapport, quand on m'a demandé un exemple, je pense que la question de la planification, elle a comme vertu de fixer en fait, des horizons, mais qu'après, ça n'empêche pas que d'ajuster en fait, ces horizons à l'échelle en fait de la réalisation. Et donc là, les différents organismes des villes sont là pour le rendre réaliste dans les 5 à 10 ans. Mais en fait, la question justement en fait, de ces grandes planifications, PACT, SCOT, etc., à mon sens, c'est essentiel. Ça veut dire une intervention en fait, de l'État, de l'intervention publique, qui avait quand même désindustrialisé sa présence, notamment par l'ingénierie en fait, qui était localement installée pour faire appliquer en fait, toute une somme de réglementations environnementales. C'est pas dire qu'il va y avoir une ingérence de l'État région par région, mais qu'il va y avoir une complémentarité d'intelligence en fait, régulée par une chose qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire l'arrivée de l'intelligence artificielle. Comment on arrive à faire que ces données soient, en fait, comme l'appelle de ses voeux Cédric Villani, qui a fait un rapport en 2018 sur la question de l'intelligence artificielle, comment on arrive à faire que cette interdisciplinarité des données puisse ruisseler métier par métier
avec peut-être des lieux en fait dédiés, un peu comme l'IMRED, avec la possibilité d'avoir des directives très, très complètes, climat, sociologie, etc., avec ces données qui seraient non pas captées par des grands groupes économiques et qui fait que en fait, l'intelligence serait au profit d'une certaine rentabilité qui ne serait pas forcément mal, mais pas forcément bien non plus. Et donc la question de... voilà, moi je vous remercie pour cette question parce que je pense que c'est un sujet qui est devant nous et qui est extrêmement structurant dans les années à venir. Alors moi, je vais vous répondre peut-être par une pirouette. Est-ce que vous pensiez qu'il était possible d'aller marcher sur la Lune? Ça n'a rien à voir avec notre discussion. Sauf qu'il y a un gars, en 62, il s'est dit on va y aller. Tout est possible à partir du moment où vous avez une volonté politique. Quand je parle de sanctuarisation, c'est si on se dit, voilà, on veut ça pour notre pays, on veut des règlements plus simples, parce que tous les schémas, on n'y comprend plus rien. Il faut avoir fait Polytechnique pour pouvoir construire une maison maintenant. Je ne parle pas des qualités pour être architecte, c'est juste pour comprendre un plan local d'urbanisme. Enfin, nous, on utilise des logiciels où nos conseillers, franchement, on a évolué. Donc, en fait, tout est toujours possible. Sauf de voler, si vous me dites qu'il faut sauter du bâtiment et faire ça marche pas. Enfin, avec ses bras en tout cas. Mais donc, si vous avez une volonté d'avoir envie de sanctuariser quelque chose, alors on peut y arriver. Et c'est en fait vos générations vous arrivez derrière nous, qui allez avoir ça à faire. Parce qu'il ne s'agit pas de dire toujours ça va pas, c'est pas bien. Pour faire bouger les choses, en fait, il n'y a pas 50 solutions. C'est qu'il faut qu'il y en ait une ou un qui se lève et puis disent on va par là et on va faire ça. Donc la simplification administrative, pas décourager les gens pour construire, parce que quand vous, ne serait-ce que faire une terrasse, une véranda, mais que... avant même d'aller à la mairie, vous vous dites c'est pas possible, on va vous faire revenir 25 fois. Affronter un architecte des bâtiments de France, c'est quelque chose qui peut être angoissant parce que ça va jamais dans le sens où il faut. Alors lui, il a sa logique et il sait ce qu'il veut aussi pour le long terme. Donc on doit simplifier ce rapport au logement. Voilà, c'est peut-être un peu simpliste ce que je dis, mais... Une question. Merci beaucoup. Ah, monsieur, vous êtes en haut, donc oui, il va falloir peut-être lui jeter dans un geste élégant. Salut, bonjour, merci pour cette présentation. Juste, j'aimerais bien commencer par une petite synthèse. C'était intéressant de voir que la synthèse d'un tel débat, ça se basait vraiment autour de l'économie, beaucoup plus que l'être humain. Donc juste de l'extérieur, je voulais juste commencer par ça. Et ça fait beaucoup réfléchir sur comment on perçoit l'habitat en soi ou bien la construction. Mais bon, ma question, c'est pour vous, j'aimerais bien retourner les choses d'une autre manière. Comment devrait être le futur ou bien le mode de vie pour qu'on se décide de construire plus? Ou comment devrait être notre vie pour se décider d'arrêter de construire? Alors, je comprends votre critique sous-jacente. En même temps, il me semble que je n'ai pas cessé de parler de ça. C'est-à-dire que, en fait, on ne sortira en fait de cette complexité que par en fait notre capacité à imaginer. Et imaginer, je pense, c'est vraiment reprendre la main sur ce qu'on veut vraiment. Moi, je dirais, la ville du futur, elle pourrait être comme un spectacle de Caroline Carlson avec une sorte de poétique visuelle absolument féerique. Et contrasté. Là, j'entends la remarque sur l'économie, mais parce que malheureusement, si vous n'aidez pas, si l'économie n'intervient pas, il y a peu de chances que ça fonctionne parce qu'il faut toujours quelque chose qui vous donne envie de. Et moi, j'espère que nos logements seront bien pour les humains, parce que dans mon métier, je vous dis, je rencontre toutes sortes de gens. Je peux passer du conducteur de tramway à un PDG entreprise dans la même journée, mais ça reste un être humain. Donc comment on loge, comment le bien-être, parce que avec toutes ces années d'immobilier, j'ai vu à quel point les gens parfois pouvaient être heureux dans un logement ou parfois malheureux. Donc l'humain, ne pensez pas qu'on s'en fiche et qu'il n'y ait qu'une dimension économique. Mais malheureusement, pour arriver à faire mieux, il faut qu'on vous donne l'envie de faire. Et généralement, l'envie de faire, c'est ce que je disais sur Airbnb et sur la fiscalité. Eh bien, c'est bien parce qu'à un moment donné, l'économie intervient aussi. Donc, il faut des gens comme Anne qui imaginent, qui construisent, qui ont des projets à long terme. Et puis c'est cette conjonction de tout qui fera que l'être humain vivra mieux. Et ça ne doit pas être une volonté comme ça de se dire bah oui, il faudrait qu'il vive mieux. Non, si on vit mieux, alors vous aurez des tensions sociales qui seront beaucoup plus calmes, plus apaisées. Parce que quand on est malheureux dans son logement, on n'est pas bien dehors non plus.
En fait, pour compléter ce que vous venez de dire, je pense que la question de l'économie, elle est toujours sous-jacente en fait dans nos activités. Moi personnellement, je fais en permanence la démonstration que l'économie, elle peut être comment dire, assemblées différemment que celles qui sont faites aujourd'hui par les tableaux Excel, et que en fait on peut très bien en fait reprendre en fait la problématique en l'élargissant. Par exemple, l'opération que je vous ai, c'était vraiment un titre d'exemple en fait, cette opération, ça a été la meilleure opération pour le promoteur, ICAD, donc la meilleure opération en fait pour l'entreprise constructeur. Pour moi, en fait, c'était une opération très importante intellectuellement. Et surtout, c'est que d'un point de vue acceptation des habitants de Strasbourg, en fait, ils ont en fait considéré qu'il y avait cette opération ne venait pas, comment dire, les perturber dans la vision qu'ils avaient de leur ville. Voilà, donc je pense que la question de comment on intègre les plusieurs échelles en fait pour arriver à faire rencontrer cette question humaine en fait dans la question de la construction, le territoire, le quartier et le bâtiment. À un moment donné, on parle de ce que Cédric Clapiche parle, c'est-à-dire la possibilité que la modernité soit empreinte d'humanisme. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Merci. On peut applaudir à nouveau Anne Démian et Guillaume Martineau. Je vous informe que Anne va dédicacer tout de suite son ouvrage « La réversibilité des bâtiments pour une ville décarbonée » aux éditions Moniteur. Ça se passe juste là-bas. Pour les personnes qui sont inscrites à la visite du Lab, le rendez-vous se fait au premier palier. Et je vous propose qu'on se retrouve juste après la pause méridienne pour évoquer le langage des patterns. C'est ici, à 13h45. Allez vous sustenter dans la joie et la bonne humeur et en paix.